2014, Facebook achète Oculus 2 milliards. Et là, tu dis, le VR, ça vaut 2 milliards. On est un élément clé, grosso modo, qui est quasiment indispensable pour créer du contenu VR type réel. Donc, on capture le réel et on le met dans ce genre de casque. Grosso modo, tout le monde va nous tomber dessus. Et 6 mois après, il y avait Microsoft, Sony, Google, Apple, GoPro qui nous tombent dessus et qui nous disent « Non, mais ce que vous faites, c'est vachement intéressant. » Qu'est-ce qui fait que ces entreprises à ce moment-là elles s'intéressent à toi et qu'est-ce qui fait que GoPro à un moment donné elle dit ok on y va, on met X millions d'euros sur la table, on pose et on achète la structure? Le timing c'est clé. Le go-to-market trop tôt, tu n'y arrives pas à vendre, trop tard, c'est trop tard, il y a déjà quelqu'un d'autre qui a pris le marché. Salut Alex, comment ça va? Salut Emmanuel, je suis trop chaud. Vraiment, je suis trop chaud. Alex il est chaud là, ça va être top, on va passer un bon moment. Il faisait beau et quand t'es arrivé, il s'est mis à pleuvoir. C'est bizarre quand même. Ouais, Alex, je suis désolé, je suis pas responsable de ceci. J'ai lancé un peu de sel dans le ciel. Je sais pas si c'est la cause. Mais on va essayer de faire avec ceci. Ça changera pas la bonne humeur de cette échange. C'est cool. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Donc, podcast Secret de réussite. Je vais te poser pas mal de questions du coup sur ton parcours. Nous, Alex, on s'est rencontrés en 2018. Je sais pas si tu te rappelles, je t'avais envoyé un email. J'ai retrouvé l'email. J'ai retrouvé l'email que je t'avais reçu. Je t'avais dit salut Alex, j'aimerais trop te rencontrer, etc. Ton parcours m'intéresse et du coup tu m'avais répondu en 10-15 minutes et j'étais venu te rencontrer du coup au Hub des Alpes qui est du coup ton bâtiment maintenant. T'es un serial entrepreneur, t'as créé plein de projets, t'as fait des grandes écoles aussi, t'es parti des mines du coup, et après t'as fait aussi du coup des parcours, t'as fait des études en physique, etc. T'es passionné de jeux vidéo, tu le dis tout le temps, t'as souvent des t-shirts d'ailleurs qui le montrent. Alors là aujourd'hui encore ça va. Aujourd'hui pour une fois j'ai un t-shirt qui est un peu plus révolutionnaire, c'est un t-shirt 3+4. Peu de personnes le connaissent, c'est de l'esprit basque qui correspond aux 4 départements basques français et 3 c'est les équivalents en Catalogne. Bon, ok. Voilà, donc c'est un t-shirt basque, je suis désolé, je représente ceci. C'est pas du tout ma région, moi je suis alsacien. C'est vrai que d'habitude t'as souvent des t-shirts qui rappellent les jeux vidéo, des t-shirts de geek. Et tu le dis d'ailleurs, I confess, I'm a geek, c'est un peu ta phrase, ça je l'ai retrouvé un peu partout. Toujours. Donc t'assumes aussi ce côté geek, t'as une personnalité, c'est vrai, vachement unique, un peu joueur. C'est vrai que je me rappelle quand j'étais venu dans ton bureau, j'avais vu un buzzer que t'avais qui faisait du bruit et tout. Donc t'as cette personnalité aussi vachement du coup jeux vidéo, etc. T'as créé donc du coup ton entreprise Color en 2004. C'est ça? Oui, tout à fait. En partant d'un besoin du coup que tu as identifié, on va en reparler un petit peu, en partant d'un besoin que tu as par la suite du coup revendu à GoPro. Aujourd'hui du coup tu as diversifié tes activités, tu as un fonds d'investissement, tu as créé ce hub un peu entrepreneurial, on va en parler. Tu coaches aussi des entrepreneurs, investisseurs, donc il y a pas mal de choses à dire. Donc merci encore d'être là, vraiment merci une chance de t'avoir. Cool. Est-ce que peut-être tu veux te représenter du coup pour celles et ceux qui te connaissent pas? Voilà. Alors je pense que la façon de mieux me présenter c'est Alexandre Génie Geek. Et c'est vraiment ceci. C'est ce que je disais un petit peu. Et c'est exactement une introduction, tu me l'as donné, c'est vraiment ça. J'ai toujours été passionné. Je devais avoir 15 ans. Je faisais genre 20 km en vélo juste pour aller acheter des disquettes. Des disquettes que j'avais une espèce de tour qui permettait de faire des trous dans les disquettes. Tu passais de 720 kg à 1 méga 4. Simplement en faisant un trou, parce qu'en fait la matière permettait de faire de geek tout le temps. J'ai soudé moi-même mes propres extensions de mémoire, etc. En fait, l'ordinateur est quelque chose qui m'avait passionné, simplement parce que à une époque, mes parents, et merci à mes parents pour ceci, m'ont offert un TO7. Et TO7, il avait 8 kg de mémoire. Des 8 kg de mémoire, c'est pas suffisant. Je commence à faire un truc, je demande quand est-ce que naît Napoléon, il m'a dit syntax error. Syntax error. Je la connais celle-là aussi. Quand tu geeks un peu, tu développes, c'est vrai que tu... Et je dis, c'est pas possible, il va falloir que je comprenne. Et j'ai commencé, j'ai fait la boucle for, j'ai mis peut-être 2 ans à comprendre la boucle for, des tas de trucs qui sont super simples, etc. Mais j'avais 8 ans, 10 ans à l'époque. T'étais vraiment en avance, et c'est vrai que ce côté geek, on le retrouve et on le suit en fait finalement dans tout ce parcours entrepreneurial. Et moi, la première question qui me vient, c'est geek justement, et en quoi cette passion du coup a influencé ton parcours entrepreneurial? Alors, j'ai toujours eu cette passion de l'ordinateur, de pouvoir coder, pouvoir créer des choses. En fait, le produit est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Par contre, à un moment donné, tu fais toujours dans ta vie des décisions entre la raison et la passion. C'est toujours deux choses qui opposent. Et j'avais des facilités à l'école. Les facilités, c'était dans les maths, la physique, etc. J'ai eu un bac scientifique, tu avais des facilités. Exactement, j'avais des facilités. Donc je me dis, qu'est-ce que je vais faire après le bac? Je fais une prépa.
Ensuite, je fais une école d'ingénieur généraliste. Mais l'école d'ingénieur généraliste, j'ai fait les mines de Nancy, qui est quand même une bonne école dans le parcours professionnel, etc. C'est reconnu. Etc. Mais là-bas, tu as le choix entre tout un paquet d'axes. En fait, prioritaire, je dis l'informatique, ils n'auront rien à m'apprendre. Parce que j'avais déjà tellement d'avance sur... À ce point-là, carrément, tu t'es... Oui, c'est ce que je me dis. Et l'informatique, je me suis dit, c'est pas mon axe primaire, c'est mon axe secondaire pour avoir des points gratuits, parce que je les aurais déjà. Et même dans ces écoles-là, en fait, ils peuvent apprendre des choses, des trucs très très bien sur les maths, les équations dérivées partielles, etc. Mais c'est pas ça qui va me donner une vraie différenciation. Donc j'ai pris physique en tant qu'axe primaire. Physique, c'est quoi? La physique des matériaux, les équations quantiques, Schrödinger et ce genre de choses. Et je me dis, c'est génial. Je vais avoir enfin un cursus à deux choses. Physique fondamentale et informatique. De l'autre côté. Et avec ça, enfin, je vais pouvoir être reconnu sur le monde du marché. Parce qu'à l'époque, je savais que je voulais faire de l'informatique, mais je ne savais pas où. Tu ne sais pas forcément où tu veux être. Et c'est logique à cet âge-là. Bien sûr. Et pourquoi, du coup, ce côté geek, ce côté informatique, il a fait la différence dans ton parcours entrepreneurial? C'est vraiment ça ma question. En quoi, du coup, ce côté de passion que tu as depuis l'âge de 8 ans, 10 ans, il t'a fait réussir dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est par, du coup, le fait de comprendre ça et, du coup, pouvoir recruter des personnes? Est-ce que c'est de par, du coup, les idées qui sont venues? En quoi ça a fait, justement, cette réussite aujourd'hui qui a été Color et puis que sont aujourd'hui tes entreprises? Alors, le codeur, il a ce super pouvoir d'automatiser. Et c'est en fait ça. C'est la différence entre les gens qui font sur leur temps versus c'est un ordinateur qui fait à leur place. Le codeur a ce super pouvoir, c'est des ordinateurs qui font à son place. Du coup, il a un super pouvoir, il peut faire beaucoup plus par rapport aux autres. Donc est-ce qu'on peut dire que maîtriser l'informatique, c'est maîtriser l'automatisation au final? Je pense que c'est un raccourci, mais qui est extrêmement pertinent. Ceux qui arrivent à se substituer, j'ai plus besoin de passer du temps à faire une tâche, je réponds à un email, c'est aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, c'est ChatGPT que j'ai codé d'une certaine façon pour qu'il réponde à ma place, comme si moi je le faisais. En fait, il a un super pouvoir. Il est plus tout seul, il est 10, il est 20, si il est 50. Une équipe finalement avec toi au quotidien, sans devoir les rémunérer. C'est hyper intéressant. Et moi, j'aimerais qu'on revienne sur cette entreprise Color qui a fait quand même du succès. Et aujourd'hui, quand on parle d'Alexandre Génie, on parle aussi de Color. C'est parti du coup de ton propre besoin au final quand tu étais du coup en montagne. Je sais que tu avais expliqué ça. Tu étais en montagne et tu as vu un besoin. Et de ce besoin, c'est découlé différentes étapes jusqu'à du coup aujourd'hui revendre l'entreprise au groupe GoPro quand même. Plusieurs millions d'euros. Alors moi, la question que je me pose, c'est comment on passe de ce besoin en montagne à la revente d'une entreprise? Quelles sont pour toi les étapes et comment on est passé de cette idée à aujourd'hui cette revente de plusieurs millions d'euros? Alors l'idée, je pense que c'est intéressant de penser à l'idée au départ et comment on génère une idée. L'idée, elle n'arrive pas naturellement. Moi, j'ai déménagé dans cette région qui est magnifique. La Savoie, c'est un truc de dingue. On a un paysage. Aujourd'hui, on n'a pas trop de chance parce qu'il pleut un peu, etc. Mais c'est en fait un endroit que, honnêtement, beaucoup de Français pourraient nous jalouser. Ils viennent ici, ils sont en montagne, ils peuvent faire des trucs. Qu'est-ce que tu fais en Savoie le week-end? Tu vas grimper des montagnes. Tu vas faire des trails, tu vas faire du VTT de descente, tu vas faire du ski. Ici, on est à côté du lac du Bourget, tu peux faire du ski. Et moi, ma passion à l'époque, c'était la photographie. Et la photographie, en 2000, c'était de la photographie argentique. On n'était pas encore au numérique où les téléphones permettent de faire ceci. Et moi, je grimpe une montagne. Je commence à grimper une montagne. La montagne, c'est quand même 6-8 heures de défi. Tu arrives en haut. Et en haut, tu dis, putain, c'est beau là, c'est beau là, c'est beau là. Mais en fait, la réalité, c'est que c'est beau partout. En haut de la montagne, sur le pic, c'est beau de tous les côtés. Comment tu fais ta photo? En fait, tu veux une photo souvenir de tout ceci. C'est un peu vaniteux. Alors, en fait, tu as envie de la photo de ton exploit physique en haut de la montagne. Tu as envie d'immortaliser ce moment finalement. Tu as envie d'immortaliser. Il y en a qui faisaient des selfies, etc. Mais ils n'ont qu'un côté. Moi, ce que je voulais, c'est représenter toute la vue globale. Donc c'est quoi? C'est que tu es arrivé finalement dans cet endroit, tu t'es dit j'ai besoin de faire cela. Exactement. Et j'étais frustré. J'ai envie d'avoir la photo panoramique complète. Mais pas la photographie où j'ai une photo, 2 photos, 3 photos et 4 photos. Tu veux une photo? Une photo globale. Et le mode panoramique dans les appareils photo numériques, ça c'est arrivé bien des années plus tard. Donc moi j'étais frustré, j'ai monté, j'ai passé 4 heures d'effort, je veux avoir ma photo panoramique qui représente la beauté du lieu. Les lieux ici sont juste magnifiques. Et donc ça part de cette idée et c'est cette idée, cette frustration. C'est quoi, ça reste dans ta tête, tu dis il y a un truc à faire, je veux créer ma boîte, c'est ça, et tu lances ton entreprise à ce moment-là du coup. Alors, ça s'est fait en 2 temps. En fait, j'avais cette frustration. Année 2000, je commence à faire quelques
quelques sommets, je regarde, putain, c'est pas... Ok, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos, je les capture et j'essaie de les mettre ensemble. Un peu à une époque, en fait, tu faisais les photos, tu les coupais, tu essayais de les ajuster en mode collage avec de la glue, hein, de la super glue, ça allait très bien. Mais en fait, comme on était dans l'époque où on passait de l'argentique au numérique, on s'est dit, il y a quand même des méthodes digitales qui doivent être bien meilleures, quoi. Et c'est ça. J'ai commencé à étudier les algorithmes qui vont permettre de faire assemble-moi le truc qui permet d'avoir le point de vue complet. Et c'est ça que j'ai étudié. Moi, j'étais en parallèle, j'étais dans le jeu vidéo, donc je m'amusais super bien à faire développement de jeux, des trucs comme ça, un infogramme à Lyon qui était cool. Mais j'avais cette frustration en mode amateur photographe. J'étais dans un club photo de Chambéry que j'adore. Tu n'avais pas cette solution. Et il n'y avait pas cette solution pour régler cette frustration. Et s'il y a un seul conseil sur tout ce podcast que vous devrez retenir, c'est écoutez vos frustrations. S'il y a une frustration, je vois. Il y a un marché. Et bien, cette simple phrase, c'est la base de Airbnb, par exemple. Airbnb, le mec, il devait aller à un endroit où tous les hôtels étaient réservés. Ils se sont dit, il y a quand même plein de lits qui sont chez les habitants et qui n'existent pas dans les hôtels. Le fondateur, ça, j'ai écouté pareil, il dit j'étais frustré de ne pas pouvoir aller dans un lit alors qu'il y avait finalement des lits dispo et même aussi des personnes qui avaient envie de rentabiliser aussi leur logement. Tout à fait. Et ça part de cette frustration et c'est hyper intéressant. Après, cette frustration, il faut quand même la transcrire en entreprise. Oui. Donc ça, il faut quand même aussi avoir déjà le courage de le faire. Il faut savoir le faire. Et moi, c'est ça cette question, c'est comment on passe de l'idée de cette frustration. C'est-à-dire moi, demain, j'ai une frustration, j'ai une idée. Comment je la transmets en entreprise et comment je fais ce switch? Comment tu l'as fait de ton côté? Comment ça a été réalisé? Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir un vrai bon exemple et c'est mes parents. C'est mes parents qui, eux, ont aussi créé leur propre entreprise. Eux, ils étaient genre 10 ans avant ce qu'on appelle les économies d'énergie. Eux, ils se sont dit, c'est pas possible qu'on dépense autant d'énergie pour pouvoir chauffer, par exemple, la maison. Et ils ont créé leur société, qui était leur société, qui permettait de faire des économies d'énergie dans le chauffage de la maison individuelle. Et en fait, de 10 ans à 20 ans, de mon âge de 10 ans à 20 ans, j'ai vu comment une société doit croître, qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les efforts qu'il faut faire pour pouvoir résoudre ceci dans les économies d'énergie, dans le fait que ton chauffage ne te coûte pas grand-chose. Aujourd'hui, avec la crise de l'énergie, etc., c'est une évidence. À l'époque, on était dans les années 80, qui était le deuxième choc pétrolier, 70, le premier choc des années 80, le deuxième choc pétrolier, ils étaient juste en avance. Mais en fait, c'est ceci. Comment acheter les bons produits, comment utiliser les bons produits, comment les vendre, etc. etc. Tout ça, c'est des enjeux que tu as eu aussi sur Color, du coup, quand tu as développé ta société. Comment, donc, pour revenir juste à ma question, tu as eu cette idée, tu as lancé ton activité. Il y a eu combien de temps entre la création de l'entreprise et la revente du coup à GoPro? Alors, moi, c'était un parcours qui a eu lieu en 10 ans. 10 ans. 10 ans. En fait, j'ai eu l'idée et j'ai eu quelques intuitions. J'ai eu l'idée, tiens, il faut faire ceci. En fait, j'ai testé le marché. La vraie solution, c'est d'abord le market fit. Si tu as un market fit, c'est très évident tout ce qui arrive. Donc, le market fit, c'est quoi? J'ai fait un produit gratuit, qui n'était pas open source, mais gratuit, un exécutable qui permettait de simplifier la création de panoramas, parce que c'est de ça qu'on parle, c'est la création de panoramas. Et j'ai mis ça sur le marché et j'ai regardé. Et les retours étaient dingues. Tout de suite, tu as vu que ça matchait. Il y a eu le market fit. Là, j'étais encore infogramme. Ensuite, je me suis dit, oui, mais il y a quand même encore quelques frustrations que me remonte le marché, qui me dit, il me faudrait ça, il me faudrait ça, il me faudrait ça. Mais j'ai dit, ok, Infogrames allait moins bien, ils allaient me licencier. Je dis, licenciez-moi, je prends mon petit package pour être tranquille. Et sur ces 6 mois-là, je crée le produit complet pour résoudre les dernières choses qu'il faut que mes clients me demandent. Donc finalement, quand tu as lancé le produit, tu avais déjà cette validation du marché, que ça fonctionnait. Et finalement, du coup, tu es parti, alors pas sans risque, parce qu'il y a toujours un risque, mais tu avais quand même cette certitude. Ça avait été prouvé finalement que ça marchait. Donc tu étais serein presque à ce moment-là. Alors, je suis serein, mais ce n'est pas complètement serein. En fait, il faut vraiment être prêt. Je savais qu'il y avait une demande, je ne savais pas la taille de la demande. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai la chance d'être marié, ma femme gagne ses sous, etc. Je dis, je prends un risque pendant 2 ans. Pendant 2 ans, je n'ai pas de paye, j'ai rien, j'ai aucun revenu. Et je vivais sur le revenu de ma femme. Et je dis, on va essayer ceci. Et ça avance. Et c'est ça. En fait, il faut que tu aies une certaine sécurité
je dirais, dans ta partie personnelle, qui permet de dire j'ai quand même des revenus, ça me permet de payer le loyer ou les prêts, quand même déjà personnellement avant de commencer un projet entrepreneurial. Et ça, c'est le premier truc que je dis souvent aux entrepreneurs que j'accompagne. Votre sphère personnelle, vous en êtes où? Est-ce que votre femme est d'accord? Est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a ça? Vos revenus, comment tu arrives à te nourrir, à être logé, quoi? C'est les besoins primaires. C'est un critère indispensable déjà à la réussite d'un projet. Alors, avant même de réaliser des projets, c'est déjà est-ce qu'en tant que personne, tu es stable? T'as une situation qui fait que ça peut le faire et t'es serein finalement déjà dans ta vie personnelle. Il faut être extrêmement serein parce que si t'es pas serein, tu as pas t'as un risque supplémentaire. Beaucoup de boîtes qui se pètent la gueule, en fait, c'est simplement pour des sujets comme ceci. Ah bah, je suis en train de divorcer, ça se passe pas bien, etc. Et la boîte se pète la gueule. En fait, la personne morale et la personne physique, tu peux pas les séparer. Ils sont intimement liés. Et en fait, il faut que tu aies une base pour un horizon donné, 1 an, 2 ans, 3 ans, où tu es tranquille, où tu peux développer ta boîte pour que ta boîte permette ensuite d'avoir un revenu, etc. Et ensuite, on passe sur une nouvelle étape. Mais si tu n'as pas validé ceci au départ, et ça, j'ai eu la chance, j'avais un peu de moyens au départ et je vivais sur le revenu de ma femme. Cette situation qui était stable, tu avais des Pendant 2 ans, j'ai pas eu de salaire. C'est ça la réalité de la chose pour pas lancer. Et tu étais quand même serein, tu n'étais pas inquiet tous les jours à dire il faut que je rentre de l'argent. Donc tu avais aussi cette patience, on peut dire aussi, de l'entreprise qui marche. Donc si je reviens un peu sur ça, c'est donc un produit validé, une certaine sérénité du coup de ton côté sur le côté perso, et c'est à ce moment-là que tu commences à construire, j'imagine. Oui. Il y a de la recherche dans ce que tu fais, beaucoup de recherche, du développement, et c'est là que du coup commence le parcours de Color. Ça a été quoi le plus gros défi que tu as rencontré du coup dans ce parcours, dans ces 10 ans là, entre le moment où tu as créé et où tu as revendu? Le plus gros défi, est-ce qu'il est technique, est-ce qu'il est humain? C'est lequel pour toi? Alors je pense qu'il y a 2 défis qui sont extrêmement importants. Le premier défi, c'est le défi des personnes. En fait, finalement. Humain, clairement. En fait, une des très très bonnes intuitions que j'ai eues à l'époque, c'est que je me dis, tu peux pas réussir ce genre de parcours si t'es pas 2. Et j'ai cherché très vite une personne qui était complémentaire de moi, qui n'est pas comme moi, qui est différent, qui va permettre, lorsque moi je commence à délirer au sens, je monte dans les nuages, lui me ramène terre à terre ou inverse aussi. Et ben ce complémentaire s'appelle Lionel, qui est vraiment, je le remercie encore. Tu t'es associé à ce moment-là. Et je me suis associé. Je dis, être en binôme, avoir des visions différentes, en fait, c'est comme le monde. En fait, le monde, tu as tout un paquet d'avis qui sont différents. Toi, tu as un avis, mais tu n'es que représentatif d'une sous-partie du monde. C'est subjectif, finalement. Et c'est très subjectif, mais c'est aussi très statistique. Moi, j'aime bien l'approche statistique ici. C'est que plus tu as du monde autour de toi qui ne te ressemble pas, plus tu as la chance d'être objectif sur le monde, effectivement, tel qu'il est. Parce que toi, tu as une vision du monde par ton propre univers. Quelqu'un d'autre a une autre vision du monde, un troisième a encore une vision du monde. Plus tu as de noms de personnes autour, plus tu as de la chance que ça représente à la réalité. C'est extrêmement intéressant ce que tu dis, parce que tu t'es associé avec quelqu'un qui était du coup différent, complémentaire. Oui. Mais on dit souvent quand même qu'il faut partager une certaine vision, donc quand même être en phase aussi avec cette personne. C'est là où c'est subtil, c'est qu'il faut trouver quelqu'un de différent, complémentaire, mais qui partage quand même une certaine vision. Du coup, tu as trouvé cette personne qui était à la fois complémentaire et en même temps qui était quand même aussi lié à toi et lié à ta vision, parce que c'était primordial. Alors la vision est où tu veux aller, et tu peux partager une vision même si tu es très différents ensemble, complètement, versus ce que tu es vraiment toi. Et je pense que j'ai eu la chance, le succès de Color est associé avec cette personne-là qui, de temps en temps, me ramenait sur terre, de temps en temps s'effaçait, de temps en temps me disait « t'es trop con, faut pas faire ça ». Et c'est ça qui est vraiment important. Beaucoup d'embrouilles, j'imagine aussi, de dire je suis pas d'accord finalement, parce que quand t'es 2, c'est aussi ça, c'est aussi du coup des moments où on n'est pas d'accord, où il y a des conflits aussi. Et c'est ok de ne pas être d'accord, c'est ok. Parce que lui, il a une partie de la vision du monde, moi j'ai une autre partie, parce qu'il représente le monde autant que moi. En fait, ce qu'il faut en tant qu'entrepreneur, il faut être ultra humble. Tu n'as pas la science infuse. Lui aussi a raison, toi aussi tu as raison. Finalement, il n'y en a pas un qui a raison et un qui a tort. Finalement, c'est 2 avis. Il faut c'est 2 avis. La réussir. réalité de ce qu'il y a, quand on n'est pas d'accord, c'est qu'on a forcément tous les 2 tort. Et que la réalité est peut-être ailleurs. Quand tous les 2, on est d'accord, il faut sûrement y aller. Et c'est ce genre de raisonnement très basique qui souvent permettent de faire la réussite.
C'est hyper intéressant ce que tu dis sur notamment justement les divergences qu'il peut y avoir dans une équipe. C'est quoi les apprentissages que tu as pu du coup obtenir dans ces expériences humaines, de ces conflits, de ces moments du coup peut-être de doute où il y a ton associé qui est pas forcément d'accord avec toi, où il y a un salarié, où il y a un conflit. C'est quoi peut-être ton meilleur apprentissage sur le côté humain que tu as pu du coup apprendre grâce à ce parcours chez Color? Alors, la chose qui me semble toujours très intéressante, c'est que moi, je suis vraiment fondamentalement lié à l'expérience utilisateur. Quand un client te dit quelque chose ne marche pas, tu ne peux pas dire non, c'est pas faux, c'est machin, ça marche pas, etc. T'as tort. En fait, il a toujours raison. On peut dire que finalement, dans son univers, il a raison. Et du coup, il faut essayer de le comprendre. Il ne faut pas te dire moi, dans mon univers, ce que tu dis, c'est juste une connerie. En fait, il faut accepter d'avoir l'humilité d'aller dans son univers et dire pourquoi lui considère que c'est faux. Dans son paradigme, finalement, il voit la chose d'une certaine prisme, en fait. Exactement. Et ça, c'est... Et tu as toujours des énormes leçons à prendre si tu prends ce temps, non pas de te mettre dans ton univers à toi, mais de faire ces petits pas qui permettent d'aller dans l'univers du client et qui te disent, lui, il a quelque chose, il a considéré que c'était pas bon. Pourquoi ? 9 fois sur 10, il a raison dans son univers, parce qu'il a une représentation de l'univers. C'est un paradigme, comme on disait. Un paradigme, exactement. Du coup, en effet, exactement. Et de temps en temps, c'est juste un... C'est pas très intéressant ce qu'il raconte, et c'est pas grave aussi. Mais si toi, tu fais pas l'effort d'aller vers... En fait, tu loupes de la vraie valeur ajoutée qui peut être un truc de dingue pour toi. Mais parce qu'il faut que tu fasses cet effort-là. C'est un effort que toi, tu dois faire. Et beaucoup de product owners qui font ceci ne font pas cet effort-là d'aller chez le client. Pourquoi il a dit ça ? En fait, ils ont perdu l'opportunité de trouver une nouvelle valeur ajoutée ou un nouveau produit. C'est en fait ça la réalité. Il y a des nouveaux produits qui peuvent arriver d'un retour d'un client. Et il faut faire cet effort-là. Je te rejoins franchement pour avoir aussi du coup des product owners, etc. dans notre entreprise. On se rend compte souvent quand on va prendre le temps avec des clients, ils nous sortent des fois des idées, et même des fois ils formulent eux-mêmes les solutions que tu peux mettre en place. Ah, ce serait bien si on avait ci, ce serait bien si on avait ça. Et en fait, finalement, tu n'as plus qu'à appliquer. C'est vrai, au final, c'est pas si complexe. Le client te dit ce qu'il faut faire finalement pour réussir. Donc là-dessus, je te rejoins totalement. J'ai une phrase, si tu me permets de la dire. Je suis désolé, je te coupe. La qualité de ton produit vient de la qualité de ta communication directe entre ceux qui font le produit et tes clients finaux. Donc, si tu mets ces deux choses ensemble, la communication et les choses... Écoute tes clients. C'est bête comme le monde. C'est pas si complexe au final. En fait, c'est pas complexe. Et c'est de ça. Le premier produit, je me suis basé sur cette intuition. Le deuxième produit, j'en avais pas l'idée. C'est mes clients qui m'ont dit, on aimerait bien que tu t'occupes de ce produit-là. J'avais jamais imaginé faire ce produit-là. Je les ai juste écoutés. Et puis ça a été le meilleur carton. Ton premier produit est parti de l'idée que tu as eue toi. Et par contre, tu as tout de suite eu ce réflexe quand même de le faire valider. Parce que tu aurais très bien pu avoir une idée de dire moi j'ai besoin de ça, mais par contre c'est pas quelque chose qui est partagé, c'est pas un besoin qu'ont des clients sur lequel ils seraient prêts à payer. Donc cette étape, c'est pour ça que moi je trouve que c'est important quand même, cette étape quand même d'aller valider ce que tu appelles le product market fit, c'est du coup ce matching entre ton produit et ton marché, il est quand même indispensable parce qu'on peut avoir quand même des mauvaises intuitions ou alors des intuitions qui sont finalement pas partagées par d'autres clients. Et c'est hyper important. La première chose que j'ai fait avant de lancer le produit, j'ai lancé un forum de discussion. Parlons de ce produit-là. Parlons de la possibilité de le produit. Parlons des features qui sont importantes sur le produit. Pour prendre de la donnée, et c'est simplement extraire des informations. Communication entre ceux qui seront capables de faire. Il y a le forum qui existait avant le produit. C'est juste... En fait, les exemples, je ne l'ai pas inventé moi-même. Quel est un grand exemple dans l'IT qui a fait ceci ? C'était le noyau Linux. Linux, il y a 95% des sites web qui tournent sur Linux, sur les noyaux Linux, Apache, Debian, etc. Ubuntu. Ils sont leaders sur tout ce qui est... Ils sont leaders. Qu'est-ce qu'ils ont fait au départ ? Discutons de vraiment ce qu'on veut. Échangeons finalement. Échangeons. En fait, entre usage et la solution technique qu'il faut faire derrière, c'est l'usage toujours qui domine. Pensons usage. Une fois qu'il y a l'usage, ensuite on trouve la solution technique pour faire derrière. La solution. Alors moi, il y a un truc qui m'intéresse et sur lequel j'ai envie de te questionner sur Color, c'est la partie en revente. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent, qui développent un projet et qui sont vraiment concentrés sur générer des bénéfices. Mais en fait, finalement, toi, en plus donc d'avoir cette idée, en plus qu'elle fonctionne, en plus qu'elle se lance, tu étais en train, peut-être même sans t'en rendre compte, de construire
une entreprise qui était en train de se valoriser petit à petit. Alors, la première question, c'est déjà, est-ce qu'au moment où tu construis ton entreprise, tu es conscient qu'en parallèle, tu es en train de construire une valorisation? Pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est ce que je pensais, pour être honnête. Eh bien, merci de ton honnêteté. En fait, moi, mes drivers, je dirais, les choses qui me rendent vraiment heureux, une équipe heureuse, ils arrivent au boulot, ils ont le smile, etc. Je suis d'abord un homme de personne. J'ai un management un peu patriarcal, tu vois, un peu à l'ancienne sauce, je sais etc. Comment je travaille, ouais. Et tu le sais sûrement. Et en fait, c'était vraiment ceci. On fait un produit cool qui est référence mondiale, dont tout le monde dit c'est du bien. Et en fait, la satisfaction client, c'était mon premier driver. J'étais heureux quand un client me dit, et on pourra peut-être parler un peu des expériences que j'ai eues, où il y a un client qui est venu sur mon stand, et quand j'exposais dans certains salons, il dit « Vous avez changé ma vie ». À ce point-là Mais sérieux, il y a des gens qui sont venus comme ceci, on dit mais j'ai juste fait un logiciel de photo panoramique, quoi. Franchement, c'est vrai. Et le mec, il arrive, t'as changé ma vie, j'ai permis de gagner tant de sous, j'ai permis de faire ceci, etc. Juste pour un logiciel. Et ça nourrit, c'est le plus beau des retours qu'on peut avoir, au-delà du côté financier même. Exactement. En fait, c'est une vraie fierté personnelle au sens partagé avec toute la team. On a des gens on a changé la vie des gens, on leur a pas sauvé la vie, hein. On fait pas des logiciels médicaux, mais on leur a permis de vivre de leur passion, et vivre d'une passion, c'est quand même exceptionnel. C'est hyper intéressant ce que tu dis sur le côté impact, etc. Juste pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, tu étais en train de construire cette valorisation donc avec ces retours clients, etc., sans même t'en rendre compte. C'est ça, ce que tu disais, et un jour tu as eu une proposition de rachat. Alors ma question, c'est est-ce que du coup toi tu as été prospecté finalement cet acheteur, GoPro, est-ce que ça s'est fait, alors comment ça s'est fait? Moi c'est ma question, c'est de cette revente d'entreprise qui arrivait du coup quand même par GoPro, qui est un énorme acteur quand même du marché. Oui, alors quand tu crées ce genre d'entreprise, en fait, toi, comment tu drives en fait la gouvernance de la société? C'est très simple. Voici combien on gagne, voici la marque, en fait les charges fixes, et voici la marge qui reste. Sur la marge qui reste, c'était est-ce que je peux engager d'autres personnes, etc. C'est comme ça que je drivais, et ça c'est plus sur la gouvernance, je dirais financière, etc. Mon univers à moi qui est sur le VR, en fait, il a pas mal été disrupté par en fait Facebook qui achète Oculus à 2 milliards. Et là, nous on se regarde, ça devait être en 2014. 2014, Facebook achète Oculus 2 milliards. Et là, tu te dis, le VR, ça vaut 2 milliards. Quand même. 2 milliards. Quand même. Ah, mais quand même, c'est 2 milliards. Ah bah. C'est pas rien, quoi. Ouais. Et là, tu te dis, moi, je suis dans l'univers et je fais du contenu pour le VR et je me dis, il y a un petit problème qui va arriver. Et en fait, j'ai très vu, à partir du moment où il y avait cette annonce-là, j'ai très vite vu, on va avoir un problème. On est un élément clé, grosso modo, qui est quasiment indispensable pour créer du contenu VR type réel, donc on capture le réel et on le met dans ce genre de casque, grosso modo, tout le monde va nous tomber dessus. Et bien, 6 mois après, il y avait Microsoft, Sony, Google, Apple, GoPro qui nous tombent dessus et qui nous disent « Non, mais ce que vous faites, c'est vachement intéressant. » Donc c'est quoi? C'est que c'est eux qui viennent te voir? Je n'ai jamais pensé... Ça se passe comment? Alors à ce moment-là, on t'envoie un mail, on vient te voir, on t'appelle, on dit « Alex, c'est quoi ?» Ça va de vecteurs très différents. J'ai beaucoup exposé au CES. Le CES qui est quand même le salon où grosso modo tout le monde... en fait, le CES, c'est quelque chose qui est très intéressant, l'écosystème. Et je vais me permettre de faire une petite parenthèse autour de ce salon. Le salon, c'est peut-être 2000 startups qui sont ici. Mais surtout, le CES, c'est 2000 exécutives, dont des CXO, grosso modo, de toutes les grandes entreprises mondiales. Ah ouais, donc ça pèse rien que ce salon, exactement. Il pèse des milliards et des milliards. Et il pèse des milliards. Donc, il y a une notion de scout. Les scouts, ils font quoi? Ils vont regarder tous les stands et regardent ce qui est vraiment important dans tous les domaines qui sont un peu hype. Et c'est exactement comme ça marche. Quand tu regardes, nous, on faisait un espèce de truc... T'as eu quelle carte de visite à la fin de la journée? Tu t'exposes pendant 3 jours et à la fin de la journée, moi j'ai eu Samsung, machin, etc. Et c'est celui qui a les plus grosses boîtes finalement qui gagne un peu la compétition, quoi. Exactement. Et en fait, à la fin de la journée, à la fin des 3 jours, tu te dis, qui c'est qu'on n'a pas eu? Et en fait, le CS, pourquoi il y a la puissance de ce salon-là? C'est parce que tous les exécutifs de toutes les grosses boîtes de la tech sont là-bas. Et ça se fait plutôt en plusieurs rounds.
tu as un scout qui va dire « Ah putain, j'ai vu ça, c'est vachement bien ». Donc, tu as son manager qui va et ensuite, tu as le directeur qui vient. Et ça se fait comme ça, un peu en réseau. Et en fait, grosso modo, c'est 3 personnes de la même boîte. Et ils s'étagent sur 3 heures, tu vois. Le mec, il a dit « J'ai vu 50 ». Les 10 qu'il faut que tu vois, c'est ceux-là, le côté manager, et le directeur va en voir que 3. Et lui, il va trier après sur les dossiers. Et c'est comme ça que GoPro, du coup, est Alors, arrivé GoPro, à en fait, tous les autres. En fait, j'étais en discussion très avancée avec d'autres groupes que GoPro. Donc en fait, finalement, on peut dire que c'est toi qui as choisi, du coup, l'acheteur, c'est ça? Tout à fait. Et c'est comme ça que ça s'est passé. En fait, ce qui est très important, c'est que quand toi, tu es dans cette phase... Moi, j'étais dans une position, on va dire, de force et ultra confortable. C'est grosso modo, les gens venaient, on veut bosser avec toi, 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 on va faire de l'equity, etc. En fait, la question qu'il faut que tu poses, c'est vraiment qu'est-ce que tu veux toi? Toi en tant que personne et toi en tant que personne morale. Bon après, toutes les entreprises ne sont pas approchées quand même par des sociétés comme aussi grosses. Donc ça arrive à ma question d'après. Qu'est-ce qui fait que ces entreprises à ce moment-là, elles s'intéressent à toi et qu'est-ce qui fait que GoPro, à un moment donné, elle dit ok, on y va, on met X millions d'euros sur la table, on pose et on achète la structure. Pourquoi finalement ils mettent cet argent-là? C'est qu'ils ont leur intérêt derrière. Tout à fait. Et qu'est-ce qui fait qu'ils achètent à ce moment-là GoPro? Alors, tu as ce qu'on appelle le cycle de Gartner qui est assez classique, c'est cette espèce de courbe, ça augmente, etc. Et moi, le VR, il était comme ceci. On ne savait pas vraiment où était le pic et ensuite... Tu as la vallée de désillusion, ensuite la vallée de l'efficacité. Le cycle de Gartner d'une technologie, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que chaque start-upper comprenne. Si tu es sur cette pente-là, tu as des moyens de faire chose. Si tu es sur la phase descendante, tu oublies, tu n'as plus rien. Donc, si je résume ce que tu dis, il faut vendre quand on est encore en croissance, un peu, c'est ça? Alors, ce n'est pas une croissance à toi, c'est une croissance sur le cycle. Est-ce que tu es hype ou pas? 1 an après le VR, 2 milliards, tout le monde cherchait encore des solutions. Donc là, le timing, il joue aussi à ton avantage à ce moment-là? C'est extrêmement important. Le timing, c'est clé. Le go-to-market trop tôt, tu n'y arrives pas à vendre. Trop tard, c'est trop tard. Il y a déjà quelqu'un d'autre qui a pris le marché. Si tu as 2-3 éléments qui tu pourrais dire avec du recul qui font que tu as pu vendre à ce moment-là dans ces conditions. Donc là, le premier, c'est le timing. Est-ce que tu en as 2 autres à partager? Est-ce que c'est par exemple, je sais pas, la techno? Est-ce que c'est par exemple l'équipe? Est-ce que c'est par exemple les process? Est-ce que c'est par exemple le portefeuille client? C'est quoi du coup les 3 éléments majeurs qui font que pour toi, tu arrives à ce moment-là à conclure ce deal qui est quand même magnifique, faut dire ce qui est, où tu sors à ce moment-là du coup de l'entreprise et tu vends du coup à GoPro? Alors, je vais pas le dire moi, mon avis, je vais répéter des phrases comme on dit GoPro en face. Ok, en fait. Super. Donc tu t'as posé la question alors quand ils t'ont acheté? Alors non, j'ai pas posé la question, c'est eux qui naturellement ont dit non mais soyons très clairs, la valeur de la boîte Color est au moins pour la moitié de la valeur de toi. C'est toi qu'on veut. Et c'est souvent ceci. Donc c'est l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur, sa vision, sa stratégie, sa capacité à exécuter, sa capacité d'emmener les équipes, sa capacité visionnaire, sa capacité de management, sa capacité de s'entourer avec des bonnes personnes qui sont capables de compléter sur les points où il n'est pas bon, etc. Donc le timing, l'entrepreneur, donc toi, ta personnalité et du coup la techno quand même, parce qu'il y avait... Il y avait la techno, tout à fait. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est très simple. On avait le marché du VR, on avait ces casques qui existaient. Il va falloir créer du contenu pour ces casques, des contenus 360. Et GoPro, ils nous ont dit, le premier truc qu'ils ont dit, j'adore ce que vous faites, etc. Nous, ce qu'on va faire, on veut créer du contenu pour ce marché-là, du contenu 360. Vous avez à peu près toutes les technologies. Ils auraient pu le faire eux-mêmes. Ils ont fait des projets en interne pour le faire eux-mêmes. Ils ont dit, à un moment donné, il faut une équipe pour pouvoir réaliser, et autant prendre une équipe confirmée dans le domaine que finalement prendre des nouveaux qu'on va former à ce sujet-là. Et c'est ça qui s'est passé. Donc, super intéressant. Donc à ce moment-là, tu vends GoPro. Et là, alors, on en a beaucoup parlé déjà ensemble de ce moment-là, mais finalement, c'est un peu un nouveau départ, du coup, une nouvelle vie, où à ce moment-là, du coup, ça te libère du temps, tu as aussi du coup des moyens financiers, etc. Et donc là, tu te poses différentes questions. Et c'est vrai qu'on le voit dans ton parcours, tu décides vraiment d'aller aider des entrepreneurs. Moi, c'est vrai que je me posais la question hier en regardant un petit peu ton parcours. Je me disais, à ce moment-là, dans la Tech Alex, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu choisis d'aller donc sur ce hub des Alpes quand même, que tu définis comme un hub entrepreneurial. Tu crées du coup OVNI, donc du coup fonds d'investissement. Et finalement, je dirais, tu te mets un peu de l'autre côté de la barrière. Puisque justement, aujourd'hui, ce que tu fais, c'est plutôt toi qui vas mettre de l'argent dans des boîtes, dans des projets. Donc,
finalement, bah, t'es de l'autre côté. Et ce que tu disais sur le côté GoPro, ce qu'ils ont aimé et ce qu'ils ont regardé en premier, c'était le côté entrepreneur. C'est quelque chose que tu dis beaucoup. C'est l'entrepreneur, c'est miser sur lui, son état d'esprit, etc. Et aujourd'hui, tu coaches aussi des entrepreneurs. Tu accompagnes des entrepreneurs à travers le hub, à travers le fonds d'investissement. Et du coup, j'arrive à ma question, c'est quelle est, selon toi, en tant justement que Alexandre Génie, avec ton expérience, là où les qualités principales que doit avoir un entrepreneur? Alors, maximum 3. Voilà, maximum 1 et 3, parce que sinon je sais qu'il en faut beaucoup. Oui, c'est un vrai défi. Alors si tu me permets, je vais redonner un peu ce pourquoi. Ce parcours-là est un peu... Ça a duré 3 ans. Pendant 3 ans, j'étais à GoPro. J'étais directeur chez GoPro. Donc j'ai géré la stratégie. Je suis resté. Et en fait, le fait que ça s'est arrêté chez GoPro, c'était pas vraiment de mon fait, mais ils ont fait quelques erreurs historiques dans leur marché de l'action de cam. Ils m'ont même proposé, repars avec ta boîte, je dirais à l'euro symbolique. Hein, c'était ça vraiment le deal. J'ai essayé de négocier. C'est pas de négocier. Eux, ils étaient d'accord. Moi, j'étais d'accord. C'est pas pour autant qu'on arrive à avoir des solutions juridiques pour pouvoir faire ceci. Du coup, ensuite, je me suis posé, je me retrouve tout seul. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, quoi, tu te dis? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et c'est vraiment ceci. Est-ce que j'ai envie de refaire un parcours complet d'entrepreneur? Je crée une start-up, je fais un super produit, je me fais racheter, etc. Ce parcours, tu l'as déjà fait. Ça demande de l'énergie. Ça demande de l'énergie, etc. Et c'est pas nouveau, toi. À un moment donné, tu l'as déjà fait finalement. Mais je l'ai déjà fait, donc je me suis dit, qu'est-ce qui est plus intéressant? Eh bien, le côté un peu rewarding, comme à une époque, je m'étais dit, ce qui est intéressant, c'est que mes clients soient satisfaits, qu'ils arrivent à faire des choses. Je m'étais dit, eh bien maintenant, mes nouveaux clients, c'est les entrepreneurs et je vais pouvoir les mentorer parce qu'une des frustrations que j'avais à l'époque, c'est que dans le territoire où j'étais à peu près le seul complètement décalé qui faisait de la tech, etc. Et j'avais beau chercher à gauche, à droite, personne n'était dans ce secteur-là et savait faire le start-up. J'ai ouvert une nouvelle voie comme une nouvelle voie dans la montagne. C'est intéressant parce qu'encore une fois, on repart du coup d'une frustration que tu as à ce moment-là. C'est une frustration, etc. C'est une frustration. Je me pose la question du coup, qu'est-ce que je veux faire à ce moment-là? Et on arrive du coup à ce côté accompagner des entrepreneurs. Et ben c'est mon nouveau pourquoi. En fait, dans le truc... commencer par le pourquoi que dit Simon Sinek, c'est ça. Mon pourquoi dans ma vie actuelle, c'est etc. Je rêve de... Et c'est exactement pour ça qu'on est ici, et c'est pour ça que j'aime bien ton parcours, etc. C'est que je me dis, c'est génial. Si je peux être en tant que mentor pour Emmanuel, pour que son groupe fasse bien mieux, moi, mon rêve, c'est simple. J'ai un petit KPI qui est simple. Je veux pouvoir accompagner 10 boîtes qui font mieux que moi, rachetées par GoPro, dans la région. Et avec ça, je suis content. J'ai pas besoin de tous les entrepreneurs alors, Alex, parce que c'est pas pareil, hein, c'est proche, mais est-ce que tu accompagnes des entrepreneurs ou est-ce que tu accompagnes des boîtes au final? En fait, les deux. Tu ne peux pas... en fait, une personne morale et une personne physique, la personne morale est souvent limitée par les croyances limitantes de la personne physique. Et en fait, il faut vraiment apporter de la valeur ajoutée à des personnes. Quand tu arrives à craquer quelque chose dans la personne physique, la personne va aller mieux. Réagit tout de suite. Et derrière, ça peut aller exactement. Tout de suite une différence. En fait, c'est toujours... Les bons entrepreneurs, c'est des entrepreneurs qui sont humbles parce qu'ils acceptent de se dire « je sais que je ne sais pas ». Et comme je sais que je ne sais pas, je suis obligé d'apprendre tout le temps. Et eux vont beaucoup plus loin que les autres qui disent « attends, moi je sais, etc. J'ai craqué un truc, c'est génial, etc. » Et finalement, je suis le meilleur et je connais tout. Et en fait, c'est lui-même qui est sa limite. Mais en fait, il n'en a pas conscience. Mais je suis complètement d'accord avec toi, et même moi à mon échelle, hein, quand on va du coup investir dans des structures, etc., c'est tout le temps l'équipe qu'on va regarder en premier, l'entrepreneur, les qualités de la personne qui va porter le projet. Et je reviens du coup à ma question, parce que tu l'as évité quand même, sur les qualités d'un entrepreneur ou les qualités du coup d'un entrepreneur qui du coup, comme tu l'as dit, vont se retranscrire dans la personne du coup morale. Tout à fait. Mais c'est quoi du coup justement un bon entrepreneur? Alors un bon entrepreneur, c'est quelqu'un, je trouve, qui est extrêmement capable de bien s'entourer. Parce que l'entrepreneur, lui, ce qui est très important, au départ, il faut qu'il ait une vision. Moi, je crois que le monde peut être amélioré si je fais ça. Il n'y a que lui qui a cette intuition-là. Parce qu'il a détecté un truc avant tout le monde. Et c'est génial. Et c'est ça qui fait en général son premier produit. L'étape d'après, il faut que je me fasse entourer avec des personnes bien meilleures que moi, qui sont capables de me faire passer ça de je fais 1 million par an à 10 millions par an ou à 100 millions par an. En fait, c'est le gars qui est suffisamment lucide sur la vision
est suffisamment humble sur ses capacités pour qu'il s'entoure sur des experts par métier. Un expert RH, un expert finance par exemple, finance, etc. Commercial. Et en fait, c'est quelqu'un qui va savoir s'entourer. Donc, en fait, finalement, même quelqu'un qui n'a pas de compétences, c'est ça qu'on est en train de dire. Parce que toi, tu as quand même des compétences, faut être honnête. C'est-à-dire que quand tu t'es lancé, tu avais ces compétences techniques qui t'ont aidé, une expertise dans un métier qui m'a permis de détecter une opportunité marché. Mais ensuite, soyons très clairs, c'est parce que je me suis entouré des très bonnes personnes. C'est ce savoir-faire de t'entourer qui sont bien meilleurs que moi. Moi, je codais au départ. J'ai peut-être codé les 3 ou 4 premières années de Color, mais les 6 années derrière, j'avais des bien meilleurs codeurs que moi. Et heureusement, c'est eux qui ont fait le succès. Donc quelqu'un qui sait s'entourer, c'est déjà une grosse partie finalement de la réussite. C'est la première partie. C'est pour toi le numéro 1, carrément. Numéro 1. Numéro 1, la capacité de s'entourer. Et quand je dis entourer, c'est avec des salariés, mais aussi entourer sur le deuxième point où beaucoup de l'entrepreneur, il est quand même en mode je saute d'une montagne sans parachute, toi. C'est quelqu'un qui a peur de rien. Et c'est extrêmement important. Et je vais créer le parachute pendant que je suis en train de tomber avant de me cracher en bas. C'est ça la réalité de l'entrepreneur. Il faut être un peu naïf. Il faut être un peu inconscient. Il faut être un peu fou, Alex, non? Ah bah, il faut être clairement un peu fou. Quand j'ai lancé le Hub des Alpes, honnêtement, le Hub des Alpes, c'est un bâtiment qui vaut quand même très cher, 4 millions. J'ai mis 4 millions sur la table. J'avais jamais fait de l'immobilier avant. Qu'est-ce que j'ai fait dans le discours d'inauguration? J'ai dit, quand on m'a présenté cette opportunité, j'ai dit, je vais sauter d'une montagne. Je n'ai pas de parachute, mais je me fais suffisamment confiance pour qu'à un moment donné, je vais créer le business model, tout ce qu'il faut, je saurai m'entourer pour qu'à la fin, j'atterrisse tranquillement et que ça soit rentable. Tu t'es fait confiance à toi-même aussi, finalement. C'est de la confiance en soi aussi un petit peu. C'est de la confiance en soi, mais de la confiance en soi qui vient d'une certaine naïveté ou inconscience, mais aussi de dire, quand je verrai un problème arriver, soit j'arriverai à l'analyser, le résoudre moi-même, soit je saurai m'entourer des bonnes personnes pour pouvoir le résoudre. Et c'est ça qu'il faut. C'est que ça qu'il faut. Te faire confiance pour pouvoir aller plus loin. Super intéressant. Il y a sûrement des personnes qui regardent du coup cette vidéo qui sont pas encore du coup au stade d'avoir lancé leur entreprise, qui ont peut-être des compétences ou qui se disent bah ouais mais moi justement j'ai cette capacité à connecter avec des gens, à fédérer, donc peut-être que justement ça peut coller à ce que tu disais sur le savoir s'entourer. Ce serait quoi le conseil que tu donnerais du coup à une personne qui est là derrière la vidéo qui se dit bah moi ouais franchement j'ai une idée, je pense que ça peut matcher, je sais m'entourer, je sais fédérer des gens. Ce serait quoi le conseil que tu pourrais lui donner du coup comme s'il était là à côté de nous pour qu'il puisse aussi lancer son propre projet entrepreneurial? Le premier conseil que je donne, c'est le market fit. Comment tu valides le market fit? Tu disais tout à l'heure, c'est cette étape que tu as fait après Color du coup. Exactement. J'étais encore dans mon truc de jeu vidéo et j'ai lancé un truc gratuit, j'ai regardé comment ça répond. Et bah demain matin, tu as une idée. Tu vas dans ta ville où tu es, tu vas sur le marché de la ville. Le marché, il y en a tous les samedis ou tous les vendredis, etc. Tu vas parler à des gens, en fait, c'est ça? Et tu pitches, j'ai ça, combien t'achètes? Et tu récoltes de la data. Donc tu vas comme ça voir des gens que tu connais pas, tu leur dis bonjour, je m'appelle Alex, je veux faire ça, est-ce que tu veux acheter quoi? En fait, c'est quelque chose que je trouve extrêmement intéressant et qui sont très bien faits dans les startup week-ends. Dans les startup week-ends, c'est quand même un truc où il y en a grosso modo une 10. Et la seule chose qui demande, valide ton market fit. J'ai un truc, c'est un filtre pour éviter que les microparticules de plastique polluent depuis ta machine à laver. Tu vas voir sur les... En fait, le bon sens paysan, il est sur les marchés. Tu vas parler à une grand-mère, tu vas parler à un jeune, là où je te rejoins sur les marchés, c'est que tu as vraiment tout type de personnes. C'est que tu vas avoir des jeunes, tu vas avoir des personnes qui ont du coup des moyens financiers, d'autres personnes qui sont sur des endroits différents. Donc tu as vraiment en fait un représentatif, c'est ce que tu dis finalement de la population. Donc, En fait, c'est ça. Il ne faut pas que tu aies des billets. Et très souvent, les gens, quand ils font des market fit, ils disent je fais une page web, réponds à ton typeform, etc. Et en fait, en faisant ça, tu vas déjà digitaux. Voilà, tu vas viser des... Ouais, exactement. Et tu as un biais. Le marché, tu as des jeunes, tu as des vieux, tu as tout... Donc, assure-toi que tu n'as pas de biais. J'ai une idée, j'ai observé une frustration, un peu c'est ce que tu dis. Il faut aller la valider, quoi. Il faut aller voir les gens et vérifier que ça marche. 100 euros 100 euros? Ah, c'est trop cher. Ok, 50, t'achètes? C'est quoi ton prix max que tu mettrais? Des questions simples. Et cash. Basiques. Cash. Direct. En fait, les gens... la bonne nouvelle de l'humanité, c'est que les gens sont bienveillants. Ils acceptent de t'aider. Demande-leur des choses simples. Prends-leur peut-être 2 minutes de leur temps. Et ces 2 minutes de temps vont te gagner 2 ans de ta vie
sans l'étude de marché. Merci beaucoup pour ce conseil. Je pense que ça va en parler du coup à plus d'une personne là qui nous écoute. Donc c'est top. Je vais terminer avec une dernière question du coup. Parce que c'est vrai que je sens aussi chez toi, peut-être à l'état poussé dans ton parcours entrepreneurial, c'est que tu as envie d'impacter aussi, tu as envie de partager, tu as envie d'aider. Tu sais, mon rêve serait d'accompagner 10 boîtes pour se développer, etc. C'est quoi la trace que tu veux laisser du coup de Alexandre Génie je sais pas, peut-être dans 50 ans, 100 ans, quand on parle d'Alexandre Génie, on dit ah ouais, Alexandre Génie, c'est le gars qui a fait ça, par exemple. C'est quoi ce que tu veux laisser du coup sur cette terre de ton passage? Ça, c'est une très bonne question. Et je me suis beaucoup posé cette question-là parce que mes valeurs, etc., j'ai aucune vanité. Donc, on se souvient pas de moi, je m'en fous. Comme si on mettait à un moment donné, dans 100 ans, j'aurais une statue à Chambéry, je m'en fous. C'est pas ça mes buts. Donc, c'est quoi alors? Moi, j'ai envie que ma région ou Châles, Chambéry ou la Savoie au sens, si j'arrive à aller un peu plus large, soit mieux après moi. Et une des choses que je vais poser avec le Hub des Alpes, pourquoi j'ai créé ce bâtiment? Je dis, ça serait super cool qu'on ait un bâtiment dédié à l'entrepreneuriat qui va permettre d'améliorer ceci. Et je me suis mis en mode KPI. Si j'ai ceci, si je fais des bonnes formations, s'il y a des bonnes personnes, s'il y a des bons experts, etc., ces bons experts vont permettre peut-être de faire 1% de croissance dans toutes les sociétés du coin. 1% de croissance, j'avais fait le calcul à l'époque, je ne sais plus si elle est valide, c'était peut-être 450, 500 emplois en plus. C'est génial. Donc c'est dire la trace que je peux laisser, elle a un vrai impact en fait. Voilà. C'est pas juste je fais des choses pour kiffer, c'est que j'aide aussi et ça c'est quelque chose qui est important global pour toi aujourd'hui. C'est très important pour moi. Autant j'ai réussi au niveau personnel et j'ai réussi à, je dirais, ma famille, mes amis, etc. On est tranquille, on n'a plus de problème de se poser problème d'argent. Hein. Soyons très pragmatiques. Mais à la limite, l'argent c'est pas ça qui va faire le bonheur. On est tranquille, on est heureux de ce côté-là. Le but, c'est de comment est-ce qu'on va pouvoir passer d'un territoire qui est à ce niveau-là à un territoire qui pourrait être bien mieux et prêt à la réalité des vrais challenges qui nous arrivent. J'étais encore hier soir sur une conférence qui était Décroître ou périr de Timothy, je ne sais plus comment il s'appelle Paris, qui était le PIB, la croissance, tout ça, ça n'existe plus. Il va falloir régler. Le dérèglement climatique fait que la croissance aux choses actuelles, il va falloir le changer. Et bien, comment on applique cet abac-là et tous les challenges qui vont nous tomber dessus? Le pétrole, le pic pétrolier, on sait qu'on l'a passé. L'énergie va coûter de plus en plus cher, etc. Comment on sensibilise, on aligne un territoire pour que toutes les personnes qui ont envie de faire changer ceci arrive dans le bon sens. Moi, je suis un fanat. Il y a un des sujets que j'adore, c'est la compta triple capitalisation. On a la compta financière. Ça fait 50 ans qu'on fait ça. Le profit, les machins, les bidas. C'est un modèle, tu penses, qui est du coup forcément amené à... C'est pas un modèle qui est amené à venir. C'est un modèle qui est obligé. En fait, on n'aura pas le choix d'aller là-bas. Parce que tout ce que tu fais tu récupères des euros, en fait, tu le piques quelque part ailleurs. Sur le social ou sur l'environnement, sur des ressources. En fait, extraire de l'acier, du lithium et ce genre de choses, tu as le petit coût d'extraction, mais en fait, le lithium lui-même qui est dans la terre, il coûte rien. Il faut avoir finalement, si je résume un peu ce que tu dis, une vue un peu plus globale. Et pas se dire juste, je vais aller que chercher financier. Eh bien, il faut vraiment aller vers là. Et si je peux participer à ceci dans les 10 prochaines années, et c'est un peu ça que j'ai envie de faire. Son objectif finalement, c'est vraiment ça. C'est comment on va pouvoir avoir des solutions simples qui permettent d'évaluer ces choses extra-financières pour que finalement, qu'est-ce qu'on va optimiser? La richesse de certains grands riches, etc., pour qu'ils augmentent encore. Ça suffira pas. Le bonheur personnel de la plus grande majorité des personnes. C'est ça qui est important. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est hyper intéressant. En tout cas, j'espère que tu vas... en vrai, j'en doute pas. Que tu vas réussir du coup à aller chercher ces objectifs-là. En tout cas, je suis vraiment super content d'avoir pu échanger tout ça. C'était super intéressant. N'hésitez pas pour celles et ceux qui nous regardent à poser des questions si vous voulez rebondir sur ce qu'a dit Alex, etc. Et Alex, je te remercie beaucoup pour cet échange hyper enrichissant. Est-ce que tu as un dernier mot peut-être à partager à ceux qui nous écoutent? Alors, je vais me permettre de faire c'est pas une phrase, mais cette espèce de parabole que j'ai lu il y a très longtemps, peut-être à 30 ans, qui est quelque chose qui est très représentatif de l'entrepreneur. C'est tout entrepreneur a 3 ennemis. Ceux qui font exactement la même chose. Les concurrents. Ceux qui font exactement le contraire.
Et la grande majorité des personnes, d'autant plus critiques, qui ne font rien du tout. C'est vrai. Alors, quand tu es entrepreneur, mon conseil, si tu as ton market fit et que tu crois en toi, let's go. Même si tu n'as pas toutes les réponses, tu les trouveras au cours du chemin. Le chemin est tellement plus intéressant que la destination. Avance déjà sur ton chemin. Donc finalement, il faut sauter sans parachute. C'est un peu ça. Et j'aime bien ce côté saute sans parachute. Si tu te fais confiance, tu le créeras ton parachute au cours de la chute. Ça marche. Merci beaucoup, Alex. Merci Emmanuel, c'était super cool. Merci à toi. Salut, Merci, ciao.